Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'appelle la démarche neuropsychologique dans le TDAH. Effectivement, on parle beaucoup des démarches de est-ce qu'il faut faire une évaluation cognitive à visée du diagnostic, est-ce que le bilan neuropsychologique est absolument indispensable pour le diagnostic du TDAH. Je vais prendre en fait ce temps de vidéo pour vous donner mon point de vue sur la question et surtout d'expliquer un petit peu cette démarche que l'on réduit trop souvent à neuropsychologue est égal faire passer des tests. L'idée, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça au final. Nous avons une formation qui nous permet d'être avant tout des cliniciens, de savoir un petit peu déterminer ce qu'est un symptôme, à quoi il sert, comment il se passe, sans même avoir besoin dans un premier temps de faire passer un bilan psychométrique. L'idée ici dans cette démarche et dans cette vidéo, ça va vraiment être de vous donner cette conception de l'approche clinique. Alors, dans un premier temps, la démarche du neuropsychologue, c'est d'avant tout de faire une anamnèse, de récolter un maximum d'informations sur son patient, au travers de ses parents, éventuellement chez l'adolescent lui-même, éventuellement chez l'adulte. L'idée est de, au travers la collecte de ces informations, avoir déjà un premier regard de fonctionnement du patient. Au-delà des anamnèses, nous pouvons également récolter des informations chez les enseignants qui encadrent l'enfant, par exemple, dans l'entourage du patient, si c'est un adulte, afin d'avoir différentes sources d'informations qui nous permettent déjà, au final, de poser nos hypothèses de fonctionnement du patient. Cette première étape, c'est sans doute la plus importante. C'est celle qui nous amène le plus d'informations sur le fonctionnement de notre patient au quotidien. L'idée étant, c'est que nous, dans notre cabinet, la situation est totalement artificielle. C'est-à-dire que nous sommes face à un patient dans un endroit calme, en face à face, isolé en fait du monde extérieur et des interférences de manière générale. Nous avons une tendance à le relancer systématiquement. On peut imaginer que dans le cadre du TDAH, au final, cette situation soit plutôt favorable au fonctionnement du patient. Donc, déjà, c'est d'avoir en tête que potentiellement, la situation dans laquelle on le met va être favorable pour la réussite de ce qu'on va lui faire faire. Tandis que les informations qui viennent de l'extérieur sont vraiment la représentation au final de comment ça se passe pour lui au quotidien. Donc, sur base de cette description de vie, au final, de son développement, de ce qui a pu lui poser le plus de problèmes, on va avoir une représentation de comment notre patient fonctionne. Sur base de ça, on va pouvoir se dire, ok, ça ressemble à du TDAH, éventuellement, on a d'autres pistes cliniques qui nous disent j'irais quand même bien creuser, comme par exemple de l'anxiété, des symptômes dépressifs qui poseraient problème chez notre patient, et on se dit est-ce qu'au final c'est du TDAH ou est-ce que c'est la conséquence d'autre chose? Nous pouvons aussi être face à une situation que nous ne comprenons pas, et le premier outil du neuropsychologue sera alors la réorientation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas compétents dans tous les domaines, c'est clair. Et que si on suspecte quelque chose de médical, si on suspecte quelque chose de l'ordre des entrées primaires, comme la vue, l'audition et ainsi de suite, nous n'allons pas faire de test tout de suite. Nous allons réorienter pour vérifier nos hypothèses d'explication de fonctionnement de notre patient. C'est sans doute l'outil le plus important que nous ayons à notre disposition, la réorientation vers des professionnels et des collègues qui vont pouvoir répondre à nos hypothèses. Deuxième possibilité, deuxième outil que nous avons à notre disposition qui n'est malheureusement peut-être pas encore trop développé, ce sont... Alors, les questionnaires, de manière générale, c'est assez développé dans le domaine de la neuropsychologie. Maintenant, ce sont les entretiens cliniques et les entretiens structurés avec le patient. Il existe toute une série d'outils qui permet d'évaluer la présence de symptômes, de voir comment ça fonctionne, de se dire, en gros, dans quelle situation cela pose le plus de problèmes, donc répondre à nos hypothèses de diagnostic initial. L'idée ici, c'est vraiment de se dire que la clinique a toute son importance. La clinique va nous amener si les symptômes sont présents ou pas.
Cette clinique, elle répond aux critères de diagnostic comme on les connaît de manière générale. Au final, il y a peu de pathologies qui demandent des résultats chiffrés. Elles demandent la présence de symptômes, l'interférence au quotidien, que ça ne soit pas mieux expliqué par autre chose, mais peu de choses quantifiées, sauf par exemple pour les troubles spécifiques de l'apprentissage, pour maintenant les troubles de la coordination. Les recommandations internationales vont dans le sens quand même d'une mesure chiffrée. On va avoir pour la déficience intellectuelle par exemple. Ça aussi, on va avoir besoin d'une mesure chiffrée et à elle seule, elle n'est pas explicative. Mais dans le cadre du TDAH, dans les critères de diagnostic, il n'existe pas de critères de demande chiffrés d'un écart à la norme. Et donc ce sont bien les entretiens structurés, les questionnaires qui vont nous aider à mieux comprendre. Est-ce qu'on pose un diagnostic uniquement sur un questionnaire? Évidemment que non. Uniquement sur un entretien? Évidemment que non. Étant donné que la dernière étape du diagnostic, c'est d'exclure une grande quantité d'autres pathologies possibles. Mais par contre, l'idée de se dire creuser le fonctionnement du patient au travers de ces questionnaires, au travers de cet entretien, il me semble plus qu'indispensable. C'est sans doute lui qui va nous expliquer au mieux les difficultés du patient et surtout écarter un très grand nombre d'autres possibilités explicatives du trouble. Le dernier outil qu'il ne faut pas mettre de côté mais qui ne devrait pas être prioritaire dans le cadre du TDAH, c'est bien sûr les bilans psychométriques. Nous allons revenir dessus, mais à aucun moment le bilan psychométrique n'est une réponse au TDAH. C'est-à-dire que tout ce que vous allez observer en général dans le cadre du bilan psychométrique, tout le monde vous l'a déjà dit avant. La distraction, le fait qu'il soit un peu agité, le fait qu'il soit impulsif, le fait qu'il ait une tendance à ne pas pouvoir gérer deux choses en même temps. Ok, mais tout le monde vous l'a déjà dit. Donc au final, la psychométrie vient juste rassurer le professionnel sur comment fonctionne le patient. Et ça, c'est indispensable à comprendre pour bien voir l'utilité et de comment on va utiliser les bilans psychométriques dans le cadre du TDAH. Toutes ces informations vont être une aide au diagnostic, c'est-à-dire qu'à nous seuls, c'est très compliqué d'aller poser un diagnostic, ça c'est clair. Même si nous voyons l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte dans un grand nombre de séances, nous ne pouvons pas exclure toute une série d'autres pathologies, notamment des pathologies médicales, qui engendreraient les mêmes symptômes. D'où l'idée du travail en réseau, du travail vraiment de communication entre les professionnels. Alors, la démarche de diagnostic dans le TDAH, c'est sûr que les recommandations internationales à ce jour vont dans le sens d'un diagnostic uniquement clinique du TDAH. C'est la clinique qui prime, ce n'est pas la psychométrie. Donc, l'idée, c'est qu'à ce jour, il n'est pas obligatoire d'utiliser des bilans psychométriques pour évaluer la présence ou non d'un TDAH. Par contre, le bilan psychométrique a son utilité pour le diagnostic différentiel. C'est-à-dire qu'à la fin de l'anamnèse, si une de vos hypothèses est de se dire « je pense qu'il y a une déficience intellectuelle légère », évidemment que pour exclure cette possibilité, vous allez faire un bilan psychométrique. Évidemment que si vous suspectez des troubles de l'apprentissage chez un enfant qui pourraient expliquer en partie les symptômes d'inattention, vous allez faire des bilans psychométriques. Mais si ces hypothèses différentielles, qui, elles, demandent un bilan psychométrique, n'existent pas à partir de votre anamnèse et de votre hypothèse, il n'y a aucune raison à ce jour de faire un bilan psychométrique pour le diagnostic de TDAH. Je ne vous parle pas ici de fonctionnement de votre patient, du fonctionnement cognitif, je parle du diagnostic. D'accord? Donc bien faire cette différence entre les deux. D'un côté le diagnostic, de l'autre côté comprendre comment son patient fonctionne. Ce sont deux situations différentes. On peut comprendre comment le patient fonctionne sans émettre de diagnostic. On peut émettre le diagnostic clinique sur base de symptômes et de caractéristiques diagnostiques sans pour autant faire de bilan psychométrique et cognitif. Par exemple, on sait ici que le TDAH, c'est souvent une fluctuation de l'attention. Donc, quand vous faites votre bilan neuropsychologique, votre bilan psychométrique en neuropsychologie, j'insiste vraiment sur cet aspect, eh bien, au final, si vous êtes dans la situation optimale de face-à-face, relance systématique, sans bruit, et ainsi de suite, il est possible que votre patient, en fait, il soit totalement attentif. Votre bilan neuropsychologique, en fait, il va intervenir à différents moments.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas de chance, il faut savoir que la plupart des patients avec un TDAH avéré réussissent très bien les épreuves de bilan. Ici, je vous mets quelques références au final récentes sur le sujet. C'est l'importance des faux négatifs aux États-Unis. Selon plusieurs études, c'est entre 35 et 87% des patients avec un diagnostic de TDAH qui ont des scores normaux aux évaluations psychométriques en neuropsychologie. Et d'autant plus spécifiquement dans les tâches exécutives, celles qui sont normalement censées refléter le déficit du patient. Au final, dans la majorité des cas, ils sont très bien réussis par votre patient, au niveau des scores. Évidemment, vous allez observer un comportement, la clinique va répondre. Évidemment qu'ils vont présenter plus d'impulsivité, mais est-ce que ça va réellement impacter ces scores? C'est pas sûr. Est-ce que réellement ça va impacter le résultat final du fonctionnement, suffisamment en tout cas pour que vous vous disiez oui, c'est un TDAH? C'est vraiment pas sûr. Donc l'idée, c'est que ces éléments d'observation, tout le monde vous a déjà dit qu'ils existaient, et vous allez refaire un bilan là-dessus pour essayer de les observer. Autant creuser au niveau clinique vraiment avant, plutôt que de s'investir dans un bilan qui risque de vous poser problème dans les interprétations successives. C'est-à-dire que vous reprenez 90% des informations, ou 90% si des Français regardent, en anamnèse clinique et en entretien, questionnaire structuré. Le bilan, il va expliquer 5%. Vous allez observer à peu près 5% du patient. Et après, on vous considère qu'il y a 5% de doute raisonnable. On a le droit de se tromper, d'avoir un cas très complexe, d'avoir un truc où on ne comprend pas très bien. L'idée, c'est que tout ça, ça aboutit au diagnostic. Mais si dans l'idée, vous considérez que le bilan psychométrique est la réponse au diagnostic, vous risquez d'invalider 90%, 90% de l'anamnèse qui a été réalisée. Est-ce bien sérieux? Non, évidemment. Si vous observez la même chose dans le bilan que ce que vous a raconté, tant mieux, c'est confirmatoire. Super. Est-ce que ça valait la peine de faire ce bilan-là? Il faut se poser la question. Mais si vous regardez votre bilan et que vous vous dites oui, il est réussi parfaitement, donc ce n'est pas un TDAH, comme cela arrive encore dans la clinique, malheureusement, ces 5%, ils vont invalider tout ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire on va parler de difficulté de maturité, on va dire non, mais c'est-à-dire qu'au quotidien il n'est pas motivé, il s'investit pas, ou alors de se dire bah vous inquiétez pas, en grandissant ça va aller. Mais bien sûr que non. C'est-à-dire que le bilan ne répond pas à cette question-là en fait. D'accord? C'est vraiment l'idée que l'anamnèse clinique est extrêmement importante et c'est elle qui vous donne un diagnostic. Par contre, de se dire que si dans l'anamnèse on retrouve tous les symptômes de différents milieux, que ça impacte le quotidien et que sur votre bilan cognitif, il y a un très bon fonctionnement, ça veut dire que ce patient a des moyens de compensation dans des situations particulières qui sont très intéressantes. Donc c'est intéressant dans le fonctionnement du patient, de comprendre comment il fonctionne. Mais par contre, pour le diagnostic, vous ne pourrez pas prendre ces données pour expliquer ou arriver à cette hypothèse de diagnostic. Il y a des limites en fait dans le bilan neuropsychologique comme on le voit aujourd'hui. Personnellement, je vois le bilan neuropsychologique comme l'ensemble des données, donc pas seulement de faire passer du test. L'idée pour moi, un bilan neuropsychologique, comme je vous l'ai dit, c'est une anamnèse, des hypothèses, une réorientation des entretiens ou éventuellement un bilan psychométrique. Mais c'est une démarche complète. Par contre, dans le bilan comme nous le voyons aujourd'hui, le bilan cognitif et psychométrique, il y a des limites. La première, c'est de ne pas confondre la recherche en neuropsychologie et la clinique en neuropsychologie. Ce n'est pas parce que des études montrent sur 50, 100 ou 200 patients que la mémoire de travail fonctionne moins bien, que votre patient en face à face en clinique, il va présenter ce défaut. Ça ne veut pas dire que, en moyenne, parce que les fonctions exécutives sont atteintes au niveau comportemental et cognitif sur des études réunissant des centaines et des centaines de patients, que votre patient en face à face devant vous, il doit présenter ce même déficit. Bien sûr que non. C'est la grande différence. Oui, il y a des dysfonctionnements exécutifs. Oui, il y a une difficulté en mémoire de travail. Ça ne se pose plus comme question. Mais est-ce que votre patient va le manifester au quotidien? C'est vraiment pas sûr. Il ne faut pas confondre les deux, vraiment, c'est extrêmement important, pour pas tomber dans le travers du « c'est le chiffre qui va expliquer comment fonctionne le patient ».
Deuxième point, il y a un problème central dans l'évaluation. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans des situations artificielles en face à face versus des situations, des évaluations écologiques. Donc par exemple, le questionnaire de la brief au niveau des fonctions exécutives au quotidien, parents-enseignants, est très mal corrélé avec les tâches exécutives. C'est-à-dire que si vous faites passer une tâche d'inhibition sur ordinateur, si vous faites passer une tâche de flexibilité, est-ce que dans la brief, vous allez retrouver les mêmes manifestations? Eh bien sûr que non. Parce que les tâches de laboratoire vont avoir un essai d'isoler au maximum le fonctionnement exécutif. C'est-à-dire isoler l'inhibition, isoler la flexibilité, isoler la mémoire de travail. Mais au quotidien, dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas en fait les isoler. Ce n'est pas possible. Et là où vous simplifiez les tâches au niveau laboratoire, dans la vie de tous les jours, quand elles sont combinées, cela risque de poser beaucoup plus de problèmes. Ce qui veut dire que globalement, vous allez avoir potentiellement des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne que vous n'observerez pas en situation clinique. Enfin, au mieux, les normes actuelles de nos outils, elles sont au mieux discutables, quoi. C'est-à-dire que les outils déjà que nous avons ne sont pas nombreux pour évaluer les fonctions attentionnelles et exécutives. Quand on voit la construction, la normalisation de ces tests, des sujets, des groupes qui sont utilisés, on peut vraiment se poser la question de est-ce vraiment si fin que ça au final. Par exemple, la Teach, c'est pas normé sur des centaines et des centaines de patients, hein. Si vous regardez les tranches d'âge, c'est très 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 limité. Si vous regardez la NEPSI 2, c'est la même chose. Ce sont des évaluations qui sont très très fréquemment utilisées. Si vous regardez la TAP, la KITAP au niveau informatisé, nous n'avons pas beaucoup de sujets par année d'âge. Et donc, la surgénéralisation des résultats et des normes à la population globale est très compliquée à faire. Encore une fois, cliniquement, ça va être intéressant, voir comment le patient fonctionne, c'est génial. S'attarder et se concentrer sur le chiffre et la psychométrie, attention, parce que les outils sont au mieux discutables. Donc dans le diagnostic clinique, c'est le peu de variété d'outils francophones aussi. Aujourd'hui, évaluer chaque fonction cognitive avec différentes épreuves, ça reste un défi, voire ce n'est pas accessible. Donc l'idée, c'est que, a priori, si vous voulez évaluer l'inhibition, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs tâches d'inhibition pour voir effectivement si l'inhibition est déficitaire ou si l'inhibition fluctue. Parce qu'en termes d'interprétation, c'est pas du tout la même chose. Donc si vous n'avez qu'une tâche d'inhibition et que l'inhibition est ratée, vous ne pouvez pas savoir la différence entre une fluctuation et un déficit. Donc l'idée, c'est que chaque fonction cognitive qu'on évalue, normalement, devrait être évaluée avec plusieurs outils. Le problème, c'est qu'on a très peu d'outils très variés au niveau francophone. Donc la limite s'installe d'elle-même au vu des outils que nous avons au niveau cognitif. Donc comme je vous l'ai dit, on a un manque de corrélation entre les données comportementales et le bilan neuropsychologique. C'est sûr que les outils, comme je vous l'ai expliqué, évaluent des choses totalement différentes. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver les mêmes résultats dans les deux. Comment allons-nous l'interpréter? Donc, comme je viens de vous le dire, l'idée c'est que la présence d'un score faible à une épreuve, à un instant T, ce n'est pas forcément un déficit. On ne peut pas différencier la fluctuation d'un déficit à partir d'une seule épreuve. En conclusion de cette vidéo, je veux faire passer le message pour les neuropsychologues que la démarche neuropsychologique, ce n'est pas qu'une affaire de test. Ça doit être marqué chez les neuropsychologues, chez les médecins, dans les familles. Un neuropsychologue, ce n'est pas un technicien. D'accord? C'est un outil à notre disposition, rien de plus. Nous pouvons faire de la clinique, nous pouvons faire des démarches cliniques, nous pouvons évaluer avec des entretiens, des questionnaires. Ça fait partie de notre démarche de neuropsychologue. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui obligatoirement d'un test figé avec des scores pour arriver à une interprétation correcte du fonctionnement de notre patient. Nous devons revoir nos pratiques dans le cadre du TDAH pour que ça corresponde à la démarche et à la réalité clinique. C'est indispensable. Et la réalité clinique veut que certains patients, la majorité des patients, avec une symptomatologie de TDAH, peuvent réussir au niveau des scores les tests que nous leur proposons. Ça ne remet pas en question l'importance du bilan, notamment intellectuel, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un outil qui est très bien fait, qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur le fonctionnement du patient. Mais ce bilan, ils ne sont là que dans l'analyse des comorbidités possibles dans le cas du TDAH, ou d'un possible diagnostic différentiel qui demande une évaluation.
Ça, je suis d'accord. Vous voulez mettre en place une prise en charge éventuellement, c'est intéressant d'avoir les forces, les faiblesses de son patient. C'est intéressant de voir quels sont les moyens de compensation. Et ça, la clinique, elle va vous apporter un petit peu d'informations, mais au niveau cognitif, c'est le passage du bilan qui va vous montrer comment le patient fonctionne, et donc là, il y a un intérêt. Mais par contre, pour le diagnostic, ça ne répond pas aux critères des diagnostics, c'est indispensable à comprendre. Alors évidemment, la mise en place de ce type de bilan doit dépendre de l'anamnèse et de l'objectif de la demande des patients. Si la demande des patients est une visée de diagnostic, la réalisation des tests n'est disponible que si vous avez une hypothèse alternative qui demande une évaluation. Si pas, économisez cette étape-là, parce qu'elle ne sera pas nécessaire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si les parents sont en demande du fonctionnement de leur enfant, oui, allons-y. D'accord? Donc l'idée, c'est que ça ne devrait pas être systématique parce que plus on a d'informations, plus on risque de se perdre au final dans le fonctionnement de son patient, surtout quand les données ne sont pas cohérentes entre elles, c'est-à-dire un bon bilan dans le cadre d'une symptomatologie qui est clairement présente avec un impact au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à mieux comprendre moi ma position par rapport à cette évaluation, à cette démarche neuropsychologique dans le cadre du TDAH. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas et revenez vers moi. À tout bientôt, j'espère.